Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler plus particulièrement de la justice prédictive, donc l'interaction entre l'intelligence artificielle et la justice comme telle. Donc, donc on est devenu de plus en plus familier avec les applications intelligentes qui orientent ou qui recommandent nos prises de décision d'ordre général. On en a vu plusieurs aujourd'hui déjà, donc l'anticipation des préférences des consommateurs, la publicité ciblée, la gestion de fraude, révision des contrats. Donc, lentement et sûrement, cette infiltration des applications intelligentes va aller jusqu'au domaine de la justice, donc avec des enjeux particuliers aux prises de décisions judiciaires et administratives, notamment en raison des exigences procédurales plus élevées, étant donné la gravité des conséquences que ça emporte sur les justiciables. Donc, je vais juste voir. OK. Donc, rappelons brièvement comment que l'analyse des données, qu'elle soit structurée ou non structurée, peut s'opérer à plusieurs niveaux. Donc, premièrement, on a l'analyse descriptive, où on se contente de regrouper les données, de les classifier, donc d'analyser leurs tendances générales de dispersion, les tendances centrales, la moyenne, la médiane. Donc, par exemple, des questions qu'on peut se poser en contexte judiciaire, des questions d'ordre statistique, par exemple, en moyenne, est-ce que le nombre de recours civils, est-ce qu'il a augmenté ou diminué? Est-ce que vous pensez que les tribunaux ont tendance à accorder certaines requêtes qui sont introduites par certains demandeurs institutionnels, comme le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public? Est-ce que les tribunaux ont tendance à rejeter certains recours en raison de l'identité des procureurs au dossier? Donc, on se demande pas, est-ce que les tribunaux ont tendance à accorder une garde partagée ou exclusive en matière familiale? Donc, c'est des questions intéressantes qu'on peut se poser. Donc, on se demande pas encore c'est quoi les facteurs qui justifient ces décisions-là, mais d'une manière globale, dans une perspective sociologique. C'est intéressant de voir comment ça marche dans une perspective plus globale. Et c'est ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter parce qu'il est capable de traiter une grande quantité de données en temps record. Donc, de descriptif, on passe au diagnostic. La frontière entre les deux analyses ne sont pas toujours nettes. Donc, on se demande à savoir quels sont les rapports de corrélation qu'on peut voir entre les plusieurs variables. Quelles sont les variables qui influent particulièrement sur certains types de décisions? Par exemple, est-ce que vous pensez que la durée des procès peut être corrélée à l'identité des juges en charge du dossier ou les procureurs, en fait, l'identité des représentants? Est-ce que ça affecte la probabilité d'avoir un règlement à l'amiable des litiges? En fait, les questions le plus souvent posées en matière de criminologie, donc c'est quoi les facteurs de risque qui sont communément associés à la récidive? Est-ce que les récidivistes sont disproportionnellement représentés chez des individus qui partagent un profil psychologique particulier? Profil psychologique ou qui vient d'un certain milieu social, économique et culturel? C'est des questions qu'on s'est posées et qui prédatent la révolution intelligente comme telle, mais qui continue à se poser dans une perspective plus précise au global en raison des avantages que ça peut apporter l'analyse des big data comme telle. Donc, descriptif, diagnostic, et de fil en aiguille, on passe au prédictif. Donc, étant donné les facteurs qui ont influencé le comportement des agents dans le passé, est-ce qu'on peut anticiper le comportement des personnes dans le futur? Donc, quel serait le taux de succès des litiges quand on connaît la jurisprudence antérieure, par exemple? Est-ce que le taux de succès Quels sont les facteurs qui influencent le taux de succès dans un litige futur particulier? Des facteurs qu'on connaît communément comme la solidité de la preuve, le droit applicable, mais aussi d'autres facteurs qu'on ne pensait pas de prime abord, par exemple la longueur des mémoires en appel. Est-ce que ça peut influencer sur la durée du succès? C'est l'identité du juge qui va entendre la cause, bien entendu, et d'autres facteurs structurés et non structurés que les outils d'analyse intelligente vont permettre de mettre en évidence.
Et ensuite, de prédictif, on passe au prescriptif. Donc, on est capable de prédire ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut pas tenter de réagir donc d'essayer d'influencer le comportement des juges, étant donné qu'on connaît qu'est-ce qui va se passer probablement, donc de s'ajuster en conséquence, ce qui pose également le problème lié à la manipulation des données. Donc, donc, l'analyse des données, c'est l'application des méthodes statistiques traditionnelles dans le but d'extraire des informations pertinentes en ce qui nous concerne. Et dans le domaine de la justice, ce qui nous concerne, c'est la maîtrise de l'aléa judiciaire. Je vais juste passer au diagnostic parce que donc la maîtrise de l'aléa judiciaire, qu'est-ce que c'est? Parce que dans le fond, la décision judiciaire ou administrative, comme toute autre décision, c'est un risque. Parce qu'on peut jamais prédire à 100% quelle serait la décision d'un juge comme d'un individu. Donc, comme on a toujours fait par le passé, on a essayé de le quantifier, donc de lui assigner une probabilité qui est jamais une exactitude à 100%, ce qui est impossible. Donc, de prédire vraiment qu'est-ce qui va se passer, quelle serait vraisemblablement la décision du juge dans un cas particulier. Et ça marche parce que quand confronté à plus de 600 décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur les violations relatives à certains articles de la Convention européenne des droits de l'homme, je vois pas bien, l'algorithme développé par l'équipe d'Aletra sont capables dans 8 fois sur 10, l'algorithme a retenu la même décision que ce que la Cour avait rendu. Également, dans le contexte aux États-Unis, les chercheurs ont développé un algorithme qui est capable de prédire plus de 240 000 décisions qui ont été rendues par la Cour suprême des États-Unis de 1816 à 2015. Donc, c'est quand même sur 200 ans. Donc, ça marche. C'est pour ça qu'on est intéressé à les utiliser. Juste un instant. Donc, en fait, il y a plusieurs applications qui existent déjà. En France, on retrouve le Case Law Analytics et le prédictif. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que, en fait, comme il dit, il analyse des millions de décisions de justice en une seconde. Donc, ce qui permet de donner un aperçu très rapide de nos chances de succès. C'est quoi les fourchettes d'indemnisation applicables, par exemple, en matière de prestations compensatoires? Il va être capable de nous dire, par exemple, sur 100 juges... sur 100 juges, est-ce 30 juges vont allouer tel montant, 20 autres juges vont allouer tel autre montant, et les 10 juges vont rien allouer du tout. Donc, c'est intéressant à savoir. Et aux États-Unis, la firme Lex Machina a développé un outil qui va non seulement prédire le comportement des juges, donc c'est quand même précis leur prédiction dans le comportement des juges, leur temps de délibération moyen, pas l'ensemble de la cour, mais d'un juge en particulier. Donc, c'est quoi la propension d'un juge d'accorder une requête en particulier comme une requête en irrecevabilité ou un appel pour certains types de décisions. Donc, comportement des juges d'une part, mais également comportement des avocats des autres parties également. Donc, c'est quoi l'expérience en litige de l'avocat de la partie adverse? Combien est-il de procès qu'ils ont gagnés contre un juge particulier? Donc, c'est quand même assez précis. Qu'est-ce que ça peut nous apporter en termes d'éclairage? Donc, je fais un parallèle avec d'autres approches externes qui ont été développées au fil des ans pour appréhender le droit d'une manière autre que de façon formalistique ou mécaniciste. Donc, il y a d'abord le courant du réalisme américain qui a été développé depuis le début du 20e siècle, donc c'est pas quelque chose de nouveau, qui dit essentiellement que le droit en action, c'est pas un raisonnement juridique au sens pur, mais ça relève davantage d'un astucieux mélange de faits prouvés, contestés. Est-ce que la problématique est controversée ou non, des considérations de politique judiciaire et d'autres valeurs à concilier. Donc, l'application du droit, c'est pas une application technique. Les préférences des juges vont influer de façon déterminante sur l'issue des décisions de justice. Donc, dans leurs travaux, dans leur œuvre maîtresse qui a été publiée en 2002, les chercheurs Siegel et Spieth ont
on prédit jusqu'à 70%, donc c'est le même taux que pour les algorithmes, jusqu'à 70% l'issue des décisions de la Cour suprême des États-Unis en matière de perquisition et de saisie, en prenant uniquement en considération les préférences idéologiques des juges qui siégeaient sur ces affaires-là. Donc, également, et une autre approche externe qui peut nous apporter un éclairage autre et intéressant, c'est l'analyse économique du droit, donc développée depuis les années 1970 sous l'impulsion des juristes Calabresi et Posner. Essentiellement, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que l'application du droit, c'est pas l'application des principes qu'une application des règles, pas de droit, mais implicitement des règles institutionnelles d'efficience. Donc, en matière de responsabilité civile, un défendeur serait tenu responsable uniquement si les coûts de prévention sont inférieurs aux dommages encourus, ce qui constitue par ailleurs une bonne incitation à la prudence, dont le droit, c'est pas tant l'application des principes que le reflet des préoccupations d'efficience économique. Donc, ça marche également, j'ai pas les chiffres, mais ça a été développé au même titre que pour le réalisme américain. Et donc, la justice prédictive, est-ce que c'est une autre perspective parmi d'autres? Je vais juste passer. Excusez-moi. OK. Donc, au fait, oui et non, c'est sûr que ça peut nous apporter un éclairage intéressant avec l'analyse des données non structurées, donc un humain ne peut pas accéder ou analyser. Mais en même temps, ça pose un risque de profilage, mais je vais nuancer la chose en ce qui concerne les risques de discrimination. Donc, par exemple, les logiciels qui ont été utilisés par les tribunaux américains pour prédire le risque de récidive, le logiciel Compass, ça fait beaucoup parler d'elle. Non pas parce que l'outil n'est pas d'une... C'est pas parce que l'outil n'est pas efficace, c'est sûr qu'on l'utiliserait pas. Son taux de précision se situe entre 70 et 80%, donc c'est dans la moyenne des chiffres que j'ai pu trouver. C'est quoi son problème? C'est le problème des faux positifs. Donc, quand l'outil se trompe, l'erreur va se répercuter de façon disproportionnée sur des personnes de race noire comparées aux personnes de race blanche. Et il faut prendre en considération que l'outil, le Compass, parce que comment ça fonctionne, Compass, c'est qu'il pose des questions que les accusés remplissent eux-mêmes, qui posent des questions en ce qui concerne leur mode de vie, leurs antécédents judiciaires. Donc leurs antécédents judiciaires sur leur dossier, la gravité de l'infraction, mais en fait, pas la gravité de l'infraction, mais quel type d'infraction, leur mode de vie, par exemple, les antécédents d'emploi, l'association avec des pairs à risque, dont l'abus de substances. Ce sont des facteurs de risque criminogènes qui ont été développés non pas par les concepteurs de Compass, mais par les théoriciens en criminologie. Des facteurs de risque éprouvés. Il y a aucune question sur les 137 qui se posent explicitement sur la race des personnes. Mais on se rend compte que finalement, le résultat est discriminatoire. Et j'apporterai également une précision sur le fait qu'en matière de détermination de sentence, au contraire d'une question qui porte sur la culpabilité de la personne comme telle, c'est aussi les mêmes facteurs dont un juge va prendre en compte, sans ou avec Compass, pour décider s'il y a lieu d'octroyer une sentence plus courte ou une mise en liberté provisoire. Donc, c'est quoi ces antécédents judiciaires? Donc, toutes sortes de facteurs que le juge lui-même va prendre en considération et qui peut prendre en considération dans le contexte particulier d'une détermination de sentence qui prend non seulement en compte la responsabilité morale de la personne accusée, mais également le volet sécurité publique. Donc, l'algorithme, au fait, la discrimination, mais en fait, l'algorithme reflète donc une certaine discrimination systémique à l'origine des tendances institutionnelles déficientes. Et ces tendances, il faut garder à l'esprit que ces tendances-là se trouvent pas uniquement dans les algorithmes. Ils peuvent également se retrouver dans les décisions des juges également, mais on n'a pas... on ne connaît pas c'est quoi leur instance réelle quand c'est les juges humains qui prennent les décisions et qui sont plus ou moins conscients de ces facteurs systémiques quand on ne considère pas explicitement des motifs de discrimination prohibés. Donc, l'algorithme nous renseigne en quelque sorte sur nos propres limites. Donc, un risque de profilage et de discrimination, pas uniquement chez les algorithmes, mais également chez d'autres acteurs.
et aussi surtout un risque d'atteinte à l'équité procédurale, parce que je pense qu'on a discuté pendant la journée, un algorithme n'est pas transparent parce qu'on ne connaît pas comment est-ce qu'il est arrivé à cette décision-là en particulier. Un peu comme avec des juges, parce qu'on ne serait pas satisfait d'avoir une décision où on dit uniquement que considérant l'ensemble de la preuve soumise, considérant les témoignages, je rejette la requête. Donc, c'est pas une motivation comme telle. Il ne suffit pas de nous dire à partir de quelles données l'algorithme aura été entraîné. Ça ne suffit pas de m'expliquer que c'est généralement un bon juge qui rend généralement de bonnes décisions, à un taux de 70%, il suffit pas d'énumérer le diplôme des juges en particulier, leur formation, leur expérience professionnelle, mais on va savoir c'est quoi les facteurs que le juge a considérés pour prendre sa décision-là. Parce qu'il faut prendre conscience, les conséquences chez les justiciables, c'est quand même assez grave quand on refuse la garde d'un enfant parce qu'on me considère pas apte. En tant que parent, on veut savoir pourquoi. Quand le juge décide que mon témoignage n'a pas été retenu parce que c'est pas crédible, on veut savoir pourquoi ça n'a pas été crédible. Pourquoi vous n'avez pas retenu ma version des faits. Donc, il y a quand même un besoin de légitimité que l'algorithme ne peut pas apporter. Et également, parce que quand chez un juge humain, ça arrive rarement, mais ça arrive, quand un juge humain rend une décision incompréhensible, c'est considéré comme porter atteinte aux règles de justice naturelle, parce que quand une décision est incompréhensible, on ne peut pas le contester. On ne peut pas dire si elle est raisonnable ou non. On ne sait pas quels sont les facteurs qui ont été pris en compte, et une décision incompréhensible, c'est essentiellement une décision arbitraire, comme si on n'a pas motivé sa réponse. Donc, ces problématiques se reflètent de façon plus aiguë avec les algorithmes qui ne seraient pas capables de motiver sa réponse comme telle. Et donc, en fait, plus fondamentalement, donc droits fondamentaux, donc j'attirais également l'attention sur le fait que quand l'algorithme, il lit des millions de pages de jurisprudence pour arriver à une décision, pour anticiper c'est quoi la décision d'un juge en particulier, il respecte pas uniquement la règle du précédent qui veut que quand un juge rend une décision, il faut bien qu'il considère l'application du droit chez d'autres juges dans des instances antérieures. Mais ce que l'algorithme nous dit, c'est que on constate pas qu'est-ce que les juges ont décidé par le passé, mais je vais vous dire qu'est-ce que 100 de vos collègues vont décider vraisemblablement dans le cas précis. Donc, est-ce qu'une décision peut être considérée déraisonnable quand on sait que 100 autres collègues ne vont pas décider de la même manière? Est-ce que c'est en soi un motif de contestation? Donc, étant donné ces préoccupations, on peut se poser la question, quand est-ce que est-ce que j'aurais droit à un juge humain? Parce qu'on ne peut pas décider uniquement en se fondant sur ce que l'algorithme dit. On veut savoir, on veut être motivé, on veut voir une décision motivée. Donc, est-ce qu'on serait droit d'avoir un juge humain? La réponse, c'est oui, d'où l'importance d'avoir du droit d'avoir une intervention humaine dans les prises de décision qui importent les conséquences pour la personne, justement. Donc, la réponse, c'est oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier que... Ouais. Donc, dans certains cas, par exemple, notamment les conflits de basse intensité, l'algorithme peut apporter une contribution significative quand même au règlement des litiges qui ne seront pas judiciarisés de toute façon, étant donné l'ampleur des enjeux. Donc, quand les faits ne sont pas contestés, il y a des questions en litige simple et que le droit est relativement clair. C'est sûr que l'intelligence artificielle peut apporter une réponse plus rapide à ces questions-là. Il n'en reste pas moins que pour certaines autres décisions, on peut se questionner sur à savoir dans quelle mesure est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils peuvent se prêter à une automation comme telle. Excusez-moi, je fais... Oui. Donc, le Conseil du Trésor canadien, il avait récemment émis une directive sur la prise de décision automatisée dans les institutions fédérales au Canada, dont la directive a entré en vigueur le 26 novembre 2018, donc lundi prochain. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que quand une institution fédérale utilise un algorithme pour prendre une décision en lieu et place d'un testeur humain ou recommander une décision aux citoyens,
cet algorithme, on va évaluer l'impact de cet algorithme et on va également lui assortir des garanties procédurales étant donné la gravité des impacts qui peuvent se situer au niveau des droits et protections, droits et libertés individuelles, la santé et le bien-être des citoyens, la viabilité de l'écosystème et les intérêts économiques. Donc, dépendamment de l'ampleur des impacts, le droit des citoyens serait plus ou moins ce serait plus ou moins les garanties procédurales seront plus ou moins fortes, comme le droit à l'explication, le droit d'être avisé de l'utilisation d'un algorithme et le droit d'avoir un décideur humain, finalement, pour la prise de décision finale. Donc, c'est ça, pour la conclusion, je peux conclure que l'important, je pense que c'est de garder justement un droit de regard humain, donc accepter notre responsabilité humaine de la gestion des risques à la gestion des données et des qualités, parce que quand un algorithme rend une décision, je ne pense pas qu'il est entièrement responsable, parce que c'est toujours, je pense qu'il est important qu'on connaît justement un droit de regard sur ce que l'algorithme fait, être en mesure de le contrôler, de le contre-vérifier et de le réfuter éventuellement. C'est tout.